bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse en cette semaine spéciale Burkina Faso. Le dossier du jour sera consacré au pôle de croissance de Bagré qui a été identifié comme le futur poumon de l'économie nationale. Et au sommaire également de cette émission, vers la disparition du Sénat en Mauritanie. C'est en tout cas le souhait du président Mohamed Ould Abdelaziz qui entend passer par un référendum constitutionnel pour supprimer définitivement la Chambre haute du Parlement. Et décès de l'ancien président burundais, le colonel Jean-Baptiste Bagaza, ce 4 mai. Arrivé au pouvoir en 1976 suite à un coup d'État militaire, il avait été président jusqu'à 1987, date à laquelle il a été lui-même renversé par un putsch. Ils sont avec nous autour de ce plateau pour en débattre. Notre invité, tout d'abord Hamidine Kane, est docteur en intelligence économique. Monsieur Kane, bienvenue. Merci, bonsoir. Et notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Jean-Marie, ravi de vous accueillir. Ravi d'être avec vous sur le plateau. Et Mireille, bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a annoncé ce mardi 3 mai la tenue d'un référendum constitutionnel sur la suppression du Sénat, sans en préciser. Au sommaire également de cette émission, vers la disparition du Sénat en Mauritanie. C'est en tout cas le souhait du président Mohamed Ould Abdelaziz qui entend passer par un référendum constitutionnel pour supprimer définitivement la Chambre haute du Parlement. Et décès de l'ancien président burundais, le colonel Jean-Baptiste Bagaza, ce 4 mai. Arrivé au pouvoir en 1976 suite à un coup d'État militaire, il avait été président jusqu'à 1987, date à laquelle il a été lui-même renversé par un putsch. Ils sont avec nous autour de ce plateau pour en débattre. Notre invité, tout d'abord Hamidine Kane, est docteur en intelligence économique. Monsieur Kane, bienvenue. Merci, bonsoir. Et notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Jean-Marie, ravi de vous accueillir. Ravi d'être avec vous sur le plateau. Et Mireille, bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a annoncé ce mardi 3 mai la tenue d'un référendum constitutionnel sur la suppression du Sénat, sans en préciser toutefois la date. Il compte en effet ouvrir un dialogue avec la classe politique afin de mettre en lieu et place de ce Sénat des conseils régionaux. C'est un sujet d'Ibrahima Dioumaba. Le président mauritanien souhaite la suppression du Sénat. Il l'a fait savoir mardi 3 mai 2016 lors d'un meeting à Néma, au sud-est du pays. Mohamed Ould Abdelaziz estime que l'institution retarde l'adoption des lois. En lieu-place du Sénat, il a proposé la mise en place de conseils régionaux. C'est une façon aussi de dire que l'État mauritanienne est capable d'assurer la sécurité des institutions démocratiques pour que les Mauritaniens puissent faire de la politique qui est une réponse la plus adéquate aux terroristes. Le Sénat, tel qu'il a été copié-collé de la Ve République, ne correspond pas forcément aux réalités sociologiques de nos peuples africains. Je vois plutôt un conseil régional qui s'occupe des questions de développement d'une façon précise. Donc, je pense que toute la classe politique y adhère. Pour remplacer le Sénat, le chef de l'État a proposé la mise en place de conseils régionaux qui vont mettre en œuvre un développement endogène. Des conseillers seront élus pour représenter leurs localités respectives. Il a invité la classe politique à se joindre au gouvernement pour réfléchir ensemble sur cette réforme constitutionnelle à venir. Une bonne partie de l'opposition avait participé sur ces dernières années, notamment le président Messoud Ould Bekher d'APP, et ce dialogue qui a été amorcé à l'époque en 2011 a apporté énormément de choses, notamment assainir le climat de la transparence en matière électorale, annoncer l'esclavage, crime contre l'humanité. Maintenant, il faut voir le niveau, l'esprit de l'opposition. Est-ce que l'opposition est en mesure de répondre et d'apporter la réplique et participer à ce tournant de la vie politique de la Mauritanie? Le Sénat mauritanien est constitué en majorité par le parti au pouvoir, l'Union pour la République, UPR. Mohamed Ould Abdelaziz va soumettre son projet de réforme par voie référendaire. En attendant la définition du calendrier, le président mauritanien invite l'opposition à la réflexion. Et de retour sur le plateau, un nouvel éditorialiste nous a rejoint. Il s'agit de Jemal Taleb. Jemal, bienvenue.
Merci Amira, bonsoir à tout le monde. Monsieur Kane, une institution qui alourdit, c'est ce que pense le président mauritanien. Il estime plus précisément que la Chambre haute du Parlement alourdit le processus d'adoption des lois et entend donc le supprimer. Que pensez-vous de cette idée ? Bon, c'est une vieille idée, il faudra le dire. Et puis, bon, ce n'est pas seulement la Mauritanie qui pense à la suppression du Sénat. Il y a la France qui en a déjà parlé, il y a le Sénégal et d'autres États africains. Bon, avant la suppression, je crois quand même qu'il est nécessaire de faire une concertation. La concertation doit englober tous les partis politiques mauritaniens et puis essayer de voir quelles sont les voies et moyens et puis quelle est la solution la meilleure pour la Mauritanie, tout en sachant que dans ce Sénat, la majorité des sénateurs sont du parti présidentiel qui sont majoritaires dans ce Sénat. Bon, donc peut-être c'est déjà calculé et puis il faudra quand même ne pas rentrer, par exemple, dans d'autres absurdités ou d'autres institutions qui seront créées pour essayer d'empêcher justement la bonne marche de la soi-disant démocratie mauritanienne. Entre autres, je voulais dire aussi, il ne faudra pas qu'il en profite pour justement essayer de faire de sorte à changer la Constitution pour vouloir briguer un troisième mandat. Ça, je crois qu'il faudra quand même que les gens soient avertis et puis essayer de lui barrer la route là-dessus parce que je crois que les ministres mauritaniens sont déjà en train de parler là-dessus. Et puis, bon, je crois que dans la constitution mauritanienne, il a été bien précisé que chaque président qui viendra après le coup d'État de 2008, c'est d'ailleurs, je crois que lui, il avait juré qu'il ne ferait pas un troisième mandat et qu'il n'allait pas changer de constitution. Il ne faudra pas qu'il soit poussé par sa base pour essayer de changer de constitution. C'est ça le hic, justement, et les Mauritaniens l'attendent au tournant, justement, sur ce point de vue. Alors, Jean-Marie, concrètement, le président entend remplacer ce Sénat par des conseils régionaux. Que pensez-vous de cette annonce ? Moi, l'annonce me réjouit, c'est-à-dire sans rentrer dans la politique politicienne. C'est-à-dire, sur ce plateau, nous disons toujours qu'il faut que les Africains inventent leur modèle, si vous voulez, de démocratie et les institutions fonctionnelles qui érigent nos sociétés. Donc, le fait que vous ayez le président mauritanien qui se dise, c'est une espèce de décentralisation qu'il veut opérer chez lui, à savoir, c'est-à-dire, je veux créer des conseils régionaux qui sont beaucoup plus proches du terrain pour rendre beaucoup plus efficace l'action de l'État. Mais à une condition, Amira, c'est que ce transfert de compétences qui va être, comment dirais-je, retiré au Sénat, puisque le Sénat sera dissous, que ces compétences-là se retrouvent avec les moyens nécessaires pour pouvoir faire fonctionner ce que nous appelons souvent sur ce plateau la démocratie locale. Donc à partir de là, moi, ça me réjouit tout simplement. Pourquoi? Parce que l'Afrique prend les voies et les moyens qui sont adaptés, si vous voulez, à notre psychologie, à notre morale, à notre façon de voir la chose politique. Donc de ce point de vue-là, sans rentrer, si vous voulez, dans le volet de M. Kane, moi, de mon point de vue, je juge ça satisfaisant pour l'Afrique. C'est-à-dire qu'on essaye de mettre en place des institutions qui collent, si vous voulez, à notre réalité économique, à notre psychologie sociétale. Oui, j'ai mal que la Mauritanie se dote de son propre système. Est-ce que c'est, selon vous, une idée judicieuse ? Moi, je fais partie de ceux qui pensent depuis toujours, et là, pour le coup, je suis tout à fait d'accord avec Bitomou, ça ne m'arrive pas très souvent. La démocratie est une conquête. Les institutions s'adaptent à chaque pays et à chaque culture. Nous n'avons pas tellement eu le choix de nos institutions. Souvent, nos chefs d'État ont cherché des noms célèbres. Pour les francophones, ils les cherchent en France. Pour les anglophones, ils vont les chercher en Angleterre. On cherche des noms célèbres. Ils nous calquent des constitutions qui ne correspondent en rien à notre culture, ni à notre histoire, ni à notre passé. On dit qu'une constitution est un palimpseste. Un palimpseste, c'est un parchemin vieux qu'on poursuit. Nous n'avons pas de parchemin, nous n'avons pas d'histoire constitutionnelle. Donc ce sont des institutions qui nous ont été imposées par la culture d'autres gens, qu'on suit en général aveuglement et parfois, pardon, bêtement. Qu'on invente des choses qui nous sont propres, ça me paraît être absolument le bon sens. Il y a un vieux président qui dit, un ancien Premier ministre français qui a dit que le Sénat est une anomalie de la République. Je ne vais pas jusque-là. Que dans un pays, il y ait deux lectures, une première et une deuxième, ça peut se comprendre. Mais que l'on ait une chambre dont la lecture n'est pas tellement centrale, qui coûte trop cher dans nos pays, et qu'on ait envie, une bonne fois pour toutes, de la remplacer par quelque chose qu'on aurait inventé nous-mêmes, ça me paraît franchement couler de bon sens. Alors, là où il y a un Sénat, il a toujours un rôle régional. C'est-à-dire que ceux qui ont
réfléchi sur le Sénat français. De l'époque de la Troisième République, c'était pour que les villes et les villages soient à peu près représentés. D'ailleurs, dans l'histoire des tiers-États, c'était à peu près ça. Et après, aux États-Unis, les sénateurs sont un par État. Et donc la logique, c'est toujours deux par État, pardon, c'est toujours de regrouper, de représenter les États. En Allemagne, la Bundesrat n'est que la représentation des régions. Qu'on parte de ce principe-là et qu'on ait un Sénat ou une chambre basse ou haute, peu importe comment on l'appelle, qui, elle, va représenter les régions et qui va réfléchir sur le mode de développement régional, me paraît une bonne chose. Tout dépend après de ce qu'on va y mettre et de celle qu'elle est. Quant à la réponse que je fais à monsieur, très rapidement, une constitution, quelle qu'elle soit, se change. Il n'y a qu'une ineptie intellectuelle de penser qu'on n'a pas le droit de la changer. Qu'on combatte le changement d'une constitution, il faut le faire. Mais qu'on me dise, un scrutin, un mode de changement de constitution n'est pas possible, me paraît juste insensé. Pardon. Ceux qui vous ont imposé cela, c'est bon pour eux. Ce qui est bon pour vous est pour vous. Et on ne peut pas vous dire, vous n'avez pas le droit de modifier parce que certains dans d'autres régions ne le modifient pas. Le tout, pour moi, est que le texte constitutionnel soit respecté et que la volonté populaire soit exprimée. Et l'ancien président burundais, le colonel Jean-Baptiste Bagaza, est décédé ce mercredi 4 mai dans un hôpital de Bruxelles en Belgique. Il avait dirigé le Burundi entre 1967 et 1987 suite à un coup d'État. Il avait d'ailleurs lui-même été renversé après un putsch. Que retenir de ces années à la tête du Burundi? Élément de réponse avec Corinne Camdem. L'ex-président burundais Jean-Baptiste Bagaza est décédé en Belgique ce 4 mai 2016. C'est à l'hôpital de Sainte-Élisabeth-Bruxelles à Bruxelles que l'ancien chef d'État a rendu son dernier souffle à l'âge de 69 ans. Chef d'état-major adjoint de l'armée, il arrive à l'âge de 30 ans au pouvoir en 1976, suite à un coup d'État, et sera à son tour renversé en 1987 par un coup d'État mené par Pierre Buyoya. Le peuple burundais retiendra de l'ancien président Jean-Baptiste Bagaza une volonté manifeste de hisser son pays au rang des autres puissances du continent africain. Le décès de l'ancien président Jean-Baptiste Bagaza est une nouvelle assez triste, parce que dans la mémoire du Burundi, Bagaza aura été d'abord un président bâtisseur, un président à qui on doit la plupart des infrastructures économiques que connaît le pays. Une vision économique avant-gardiste, couplée d'une volonté de modernisation qui aura par ailleurs porté le taux de scolarisation primaire de 19 à 85% entre 1976 et 1986. Cependant, son bilan politique reste mitigé, car malgré de nombreuses avancées sur le plan économique, certains observateurs reprochent à celui qui avait également été élu sénateur à vie d'avoir instauré au fil de ces 10 années au pouvoir un régime autoritaire et d'avoir occulté la problématique du conflit ethnique. On peut regretter, évidemment, que le chantier politique n'ait pas été, je dirais, aussi florissant que la dimension économique du personnage. L'approche de Jean-Baptiste Bagaza sur la question ethnique était de dire « nous sommes tous des Burundais ». Bagaza pensait qu'il pouvait résoudre la question du Burundi par la construction économique et aussi par un discours de rassemblement. Malheureusement, il n'y a pas eu de démarche de débat national et je dirais d'affrontement du réel et de sortie du déni, le déni du problème. Plus de 20 ans après sa chute et au regard des années de guerre civile que le Burundi a traversées, le régime du président Jean-Baptiste Bagaza reste pour de nombreux Burundais synonyme d'une période de progrès et de prospérité relative. Jean-Marie, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces années de Bagaza à la tête du Burundi? En tout cas, vous, personnellement, qu'est-ce que vous pouvez retenir? Personnellement, je n'en retiens pas grand-chose, tout simplement. Pourquoi, Amira? Parce que c'est par conviction. C'est-à-dire, quand j'ai un président qui arrive au pouvoir, si vous voulez, par les armes, ça me froisse un peu, tout simplement. Pourquoi? Parce que ça nous renvoie à l'image de barbarie qui a toujours été collée, si vous voulez, à la peau des Africains.
Donc, le président est arrivé au pouvoir, si vous voulez, par les armes. Il a été renversé après par le président Bouya, qui a été lui aussi, c'est-à-dire qui a fomenté un coup d'État contre lui. Donc là-dessus, je n'ai pas vu de progrès, c'est-à-dire consécutif par rapport à son action qu'il a posée au Burundi. Donc à partir de là, j'estime, je me dis tout simplement paix à son âme. Bon, il est parti, mais je ne sais pas s'il a laissé une trace indélébile, si vous voulez, sur le passé. Et les Burundais sont peut-être mieux placés pour moi. C'est dommage que Gratien ne soit pas avec nous. Et oui, on a tous pensé à Gratien. Mais non, pour il n'est pas là. pouvoir juger de l'action, si vous voulez, de leur ancien président de la République. Monsieur Kane, pour certains, on doit les années d'accalmie au Burundi au président, justement, Bagaza. Oui, bon, c'est un fait avéré et c'est un fait historique parce que des indépendances africaines, surtout de l'indépendance du Burundi en 62 jusqu'aux années 87 et puis au-delà jusqu'à présent d'ailleurs, c'est un pays très instable où il y a eu beaucoup de génocides, des répressions, des contre-répressions. Et puis pendant sa période de 72 à 87, effectivement, non pas de 76 à 87, effectivement, il y a eu une accalmie. Et puis c'est là-bas où il a relancé les infrastructures et puis une espèce de modernisation de l'État. Donc ça, c'est à saluer, bien qu'il soit, pendant les dernières années, qu'il soit un peu, qu'il soit devenu autoritaire. Oui, voilà, on a beaucoup critiqué ces derniers autoritaires, un État policier même, on a parlé du Burundi. Exactement, mais bon, il faudra dire quand même que lui, il parlait de Burundais, il ne parlait pas de Tutsi ou de Hutu. Donc ça, déjà, c'est quelque chose de bien. Et puis, bon, il faudra dire aussi que le Burundi, c'est un pays qui est difficile à gérer. Maintenant, justement, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Il faudra dire qu'il y a trois jours de deuil qui ont été déclarés par l'actuel président burundi. Il faudra qu'il en profite pour essayer de s'asseoir autour de la table avec les opposants, essayer de faire un gouvernement d'union nationale pour relancer la machine politique burundaise et puis essayer de remettre les Burundais au travail. Moi, je crois que c'est justement une fenêtre ouverte pour lui et puis il faut qu'il s'y engouffre. Oui, justement, Jean-Marie, peut-être un mot rapide sur la situation actuelle au Burundi. Est-ce que l'issue diplomatique est encore possible? En tout cas, M. Kane y croit. Est-ce que vous y croyez également? On pourra peut-être trouver une issue diplomatique, mais de mon point de vue, Amira, vous savez, là-dessus, le mal est déjà fait quand vous voyez le nombre de victimes qui sont tombées au Burundi. Maintenant, essayez de calmer la situation, de faire en sorte que ces tueries-là, ces violences-là s'arrêtent, si vous voulez. Bon, ce n'est qu'un souhait, ce sera appréciable pour les Burundais en tant que tel. Tout simplement, pourquoi? Parce que la population souffre énormément. Donc à partir de là, la médiation internationale, bon, elle n'a pas commencé, ça fait depuis un bon moment qu'on est là, c'est-à-dire bien avant même la période électorale. Bon, on avait déjà des tensions qui préexistaient dans la société burundaise et j'ose espérer tout simplement que les massacres et les tueries vont s'arrêter pour le peuple burundais. J'ai mal très rapidement. Vous également, est-ce que vous croyez encore en une issue diplomatique au Burundi où l'intervention militaire elle est nécessaire aujourd'hui? On croit toujours à l'issue diplomatique. L'issue diplomatique est évidemment la seule qui devrait avoir vigueur dans ce genre de situation. Malheureusement, le président actuel, Pierre Nkurunziza, ne donne pas tellement le choix. Cela dit, un médiateur respectable, de bon niveau, a été désigné. Les Burundais ont malheureusement vécu des situations dramatiques pour ne pas avoir à en vivre encore. Reste au président actuel, dont encore une fois je rappelle que je fais partie de ceux qui pensent toujours qu'il a le droit de changer la Constitution et que, pardon, la dictature éternelle qui consiste à vous dire qu'une Constitution ne change pas n'est de mon point de vue pas acceptable. Et je vais vous le dire, je le dis y compris à mes amis au Congo, le Congo démocratique, parce qu'une Constitution, ça se change. Cela dit, il faut le faire par le consensus, il faut le faire par la volonté populaire, par un référendum. Dans son cas à lui, c'était encore une interprétation, c'est un autre débat. Et donc, une interprétation électorale et une crise juridique nous donne aujourd'hui une crise de cette ampleur, avec des massacres de cette importance, ça ne vaut pas tout cela et c'est dramatique. Cela dit, je fais partie de ceux qui pensent que je ne sais pas si elle va avoir lieu, elles sont toutes indispensables. Et la clé, la première clé, elle est entre les mains des autres, elle est entre les mains du président Nkurunziza et malheureusement, il ne se révèle pas être un grand homme, hélas. Et c'est l'heure de marquer une courte pause, on se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.